l'utilité majeure de ces autoroutes, c'est surtout d'enrichir les entreprises de béton et de construction. Si on prend au sérieux la loi climat qui a été votée par le peuple, il faudrait abandonner ces projets. Ils auraient dû être abandonnés immédiatement. La rue, c'est le jardin du prolétaire. Tout cet espace qui est consommé par les voitures, il est au détriment des activités et des espaces de lieux communs, de vie sociale. Pour l'exemple des enfants, une rue dans laquelle il y a beaucoup de trafic, où il y a beaucoup de places de stationnement, qui est un grand parking, mais en fait, c'est de l'espace qui est volé pour les enfants. On a tendance à considérer que tout le monde conduit. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont trop jeunes pour conduire, trop vieux pour conduire, trop malades, trop pauvres aussi parfois, parce que c'est cher de posséder et de rouler en voiture. On n'a plus les moyens de financer les routes aujourd'hui, très clairement. Bonjour et bienvenue au podcast de la Fondation Modus, le podcast qui interviewe les acteurs et les actrices du Grand Genève pour mieux comprendre comment décarboner le secteur de la mobilité à l'horizon 2050, mais aussi pour réimaginer à quoi cette mobilité pourrait ressembler. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Active Traffic. Active Traffic est une association suisse qui défend une mobilité respectueuse de l'environnement et socialement juste. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines de leurs campagnes, notamment sur la non-extension des autoroutes, ainsi que de l'initiative sur le climat urbain. Pour nous parler de ces sujets, j'ai le plaisir de discuter avec Thibaut Schneemerger, coordinateur suisse romande d'Active Traffic. Bonjour à vous Thibaut, bienvenue au podcast. Bonjour, merci de l'invitation. Merci de passer sur le podcast. Il y a pas mal de points, évidemment. Il y a des points sensibles vu qu'on se trouve à un mois de cette fameuse votation sur l'extension des autoroutes. Je voudrais qu'on prenne le temps non seulement de parler de vous, de l'association, de votre rôle dans l'écosystème de mobilité ici dans le Grand Genève, et puis peut-être avoir votre vision de la mobilité d'ici 2050. Bon, vous existez, si je comprends bien, depuis 1992. Votre point de départ, je lisais, c'était de diviser le trafic individuel motorisé par 2. Pourquoi cet objectif ? Comment est né Active Traffic ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'historique ? Alors, pourquoi cet objectif ? À l'époque, les préoccupations climatiques, elles étaient déjà là pour une partie de la population, mais évidemment pas aussi fortement qu'aujourd'hui. Enfin, 1992, c'est quand même l'année du sommet de la Terre à Rio, qui a marqué un moment important de l'histoire environnementale, des politiques environnementales. Et la nécessité de diviser par 2 le trafic en 10 ans partait, disons, d'une volonté de rendre la mobilité plus humaine, plus conforme à ce qu'on doit faire pour respecter les limites planétaires. Et à l'époque, ça passait évidemment pour un objectif assez utopiste. Et d'ailleurs, la votation en 2000 a montré que il y avait on a eu 20% de la population qui a soutenu l'initiative, donc c'était un échec en votation, mais l'idée était de mettre sur la place publique, dans le débat, la question de la réduction du trafic motorisé, puisque depuis toujours, on était plutôt dans l'accompagnement de la croissance du trafic, voire même dans inciter à la croissance du trafic motorisé. Et l'idée, c'était d'aller là un peu à contre-courant du mainstream, et puis de poser les questions qui fâchent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était utopiste à l'époque, mais aujourd'hui, c'est le plan climat cantonal genevois pour respecter les objectifs climatiques auxquels la Suisse s'est engagée en ratifiant l'accord de Paris sur le climat, la loi climat fédérale qui a été votée par le peuple en 2023. Si on les prend au sérieux, c'est exactement ça qu'on doit faire. On doit diviser le trafic motorisé par 2 dans ces prochaines années. Là, on parlerait même de ces 5-6 prochaines années. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez avant-gardiste probablement dans la posture d'Active Traffic à l'époque, qui aujourd'hui correspond simplement à la réalité. Sauf qu'on a perdu 30 ans dans l'histoire, mais... Exactement, on a perdu du temps. Alors entre-temps, nous, notre stratégie a été de se reporter plutôt sur des vagues d'initiatives locales. Il y a eu la suite des initiatives des villes, fin des années 2000, début 2010, qui demandaient alors des objectifs de réduction locaux dans les villes, dans une dizaine de villes en Suisse en tout. Et à Genève, l'initiative des villes a pris une forme un peu différente, puisqu'on était en plein développement du SEVA, des trams à ce moment-là. Et l'idée a été plutôt que de cibler la réduction du trafic motorisé, de dire... On va utiliser axer sur le parent pauvre qui était vraiment la mobilité douce, donc la mobilité active, on préfère l'utiliser ce terme maintenant, piétons et vélos, et qui demandait notamment que toutes les routes principales du canton soient équipées de pistes cyclables directes, sûres et continues. L'initiative a passé le vote populaire en 2011 à Genève, donc on a une loi sur la mobilité douce qui demande vraiment ce que toutes les routes principales soient équipées, une loi qu'on a demandé à être appliquée pendant des années. On est revenu constamment vers le Parlement, vers le gouvernement pour demander qu'elle soit appliquée.
Et en vérité, il y a eu une certaine évolution quand même depuis 2011. Il y a quand même des aménagements cyclables qui ont été faits. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout qui a été fait, mais c'est vraiment très clairement insuffisant par rapport à ce qu'on demandait. Circuler à vélo à Genève reste très dangereux, trop pour beaucoup de gens. Et puis, très insécurisant surtout, parce qu'il y a des accidents, il y a des morts, il y en a trop. Évidemment, l'objectif devrait en avoir 0. Mais c'est surtout le sentiment d'être en insécurité, dans un trafic très hostile, avec des aménagements cyclables qui sont discontinus, qui sont parfois mal faits, qui sont dangereux. Et donc, vraiment de mettre l'accent sur cette question-là, c'était très important en 2011, ça le reste aujourd'hui. Il y a eu une progression qui s'est faite notamment à la période du Covid, où le conseiller d'État en charge de la mobilité à l'époque a fait des aménagements qui étaient censés être provisoires puis qui sont restés pour la plupart et qui ont vraiment marqué une avancée en la matière, mais c'est des aménagements qui ont été contestés, vraiment chacun de ces aménagements quasiment contestés par le lobby de la voiture, notamment le TCS qui est encore au tribunal fédéral pour 200 mètres de bande cyclable sur le pont de la Coulouvrenière. Donc on voit que chaque avancée qu'on a dû gagner s'est fait vraiment à la force de la mobilisation et que c'est encore très difficile. Vous êtes, je pense, ça fait depuis 2009 que vous travaillez, ça fait 15 ans plus ou moins. Il y a différents leviers, j'imagine, que vous pouvez activer. Vous, ça fait 15 ans que vous travaillez sur cette question. Comment vous structurez votre pensée, votre action pour atteindre ces objectifs ? Moi, je dirais que notre action, elle se fait en 3 volets. Premier volet, il est évidemment politique, c'est ce qu'on disait, les initiatives, les référendums, en l'occurrence là, se battre contre l'extension des autoroutes ou les initiatives, j'évoquais les initiatives des villes, il y a eu les initiatives climat urbain, on y reviendra plus tard. Donc vraiment changer les lois, changer les objectifs de répartition de l'espace public pour donner plus de place au transport durable au détriment de la voiture. Ça, c'est vraiment l'activité principale, je dirais, d'Active Trafic. Subsidiairement, il y a l'activité plus locale sur des points précis du réseau. Je parlais de cette bande cyclable, la Coulouvrenière. On s'est engagé dans la démarche juridique de soutenir l'État dans cette bataille, y compris sur la question du 30 à l'heure. On a fait aussi un appel en cause pour être dans la procédure. Et ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent, soutenir des habitants, très précisément, qui sur un lieu disent on a une insécurité sur le chemin de l'école, donc on veut lancer une pétition, on a telle rue qu'on souhaiterait voir passer à 30 à l'heure, voilà, des soutiens plus ponctuels et locaux sur des points noirs du réseau. Et à chaque fois, on apporte un soutien logistique, de l'aide à ces habitants qui se mobilisent, mais aussi, on essaye toujours de montrer que ces éléments-là, c'est des symptômes d'un problème plus global, et puis que ces problèmes qu'on rencontre sur le chemin de l'école ici, sur un aménagement cyclable qui est dangereux à un autre endroit, sur une vitesse excessive sur un tronçon, c'est à chaque fois l'illustration que on a un problème général de mobilité et puis qu'il faut le changer au niveau global. Mais bien sûr, on a ces actions plus locales qu'on soutient souvent. Et puis le troisième volet, je dirais, c'est l'action plus de sensibilisation, de changement dans les têtes, parce que ce qu'on doit opérer en matière de mobilité, c'est pas juste un ajustement de nos rapports à l'espace et à la mobilité, c'est vraiment un changement fondamental qu'on doit faire, assez radical et assez rapide si on veut être conforme à ce en quoi on s'est engagé du point de vue climat, et puis ce qu'on veut aussi du point de vue de la qualité de vie. En vrai, les personnes qui vivent en ville ont droit aussi à une qualité de vie, à une sécurité quand ils se déplacent à pied ou à vélo, à des transports publics efficaces aujourd'hui et pas dans 20 ou 30 ans. Donc on se bat pour que ça change concrètement, mais ça passe aussi par les têtes, par voir l'espace public différemment, se rendre compte de comment il est réparti, comment il est mal réparti, parce que les choses qu'on voit au quotidien, on a tendance à les oublier, à les intégrer comme étant acquises et souvent immuables. Et c'est un gros problème quand on veut transformer les rues, parce qu'en fait, on voit l'espace public encombré de voitures, on le voit depuis qu'on est enfant, et on a l'impression que ça peut pas être autrement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le moment où on change et où on passe, on transforme des rues, on enlève les voitures, on enlève du stationnement, puis on fait une place où on plante des arbres, on se demande toujours, mais comment est-ce que c'était possible avant ? Et je pense que ça, c'est un des éléments importants de notre travail. Depuis quelques années, on a beaucoup renforcé cet aspect-là, de la communication, des réseaux sociaux, des vidéos, pour montrer les transformations possibles, pour montrer l'état des choses problématiques aujourd'hui, comment on pourrait le changer, et puis comment l'avenir pourrait être beaucoup plus désirable en transformant la mobilité. Oui, c'est vrai que c'est pas il y a si longtemps qu'on n'avait pas ce type de vitesse, qu'on n'avait pas ce type de possibilités. Exactement. Je crois qu'il y a vraiment cette notion qu'on doit faire comprendre, c'est que la mobilité, c'est pas une donne immuable qui est un peu un acquis fatal qu'on peut pas empêcher ou contrôler ou maîtriser, et puis que chacun ferait dans son coin. En fait, ça dépend beaucoup des infrastructures, ça dépend beaucoup de ce qu'on donne comme incitation. Ce qui est plus lent à changer, c'est l'aménagement du territoire.
Une fois qu'on a installé des routes ou des autoroutes qui mènent à des grands parkings, des centres commerciaux en périphérie, avec des lotissements accessibles uniquement en voiture, avec une faible densité d'habitation, avec une faible densité d'activité, et puis qu'on a créé ces distances, ça c'est des choses, c'est beaucoup plus lent à corriger parce que c'est difficile, parce que c'est des constructions qui sont là pour durer. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus complexe, mais dans les zones denses, et c'est vrai que c'est là pour l'instant qu'on concentre notre activité, il y a vraiment une part énorme, une marge énorme de modifications qu'on peut faire sur les comportements, sur les infrastructures, en améliorant massivement la qualité de vie de tout le monde. Et c'est pour ça que voilà, il faut évidemment agir sur les deux volets, le court terme et le local et dans les zones denses, puis aussi bien sûr, et c'est ce qu'on fait là, cette campagne sur les autoroutes, empêcher d'aggraver encore la situation, empêcher d'avoir encore plus de ces territoires très dépendants de l'automobile, parce que avec des grandes distances entre les activités. On a dit au début que l'association est soutenue d'à peu près 40 000 personnes. En pratique, ça donne quoi ? Enfin, une personne vient, adhère, et comment elle interagit avec vous ? Est-ce que c'est juste pour vous soutenir financièrement ? Est-ce que c'est parce que vous avez parlé de cas concrets locaux et c'est là où les personnes deviennent des membres et vous travaillez avec ? Ou quel est votre rôle avec vos membres ? Alors, les 40 000 personnes, c'est des personnes qui nous soutiennent financièrement. Alors, ça peut passer par une adhésion complète, des gens qui payent une cotisation régulière chaque année, mais on constate quand même dans les associations une transformation de la façon d'être membre d'une association. À l'époque, les gens adhéraient à une association, puis ils restaient pendant 10 ou 20 ans, et puis étaient fidèles, avec une cotisation régulière, un bulletin de versement qui tombait dans la boîte aux lettres, puis qu'ils allaient payer à la poste. Aujourd'hui, les choses, elles changent un peu, les modes de soutien aux associations sont parfois plus ponctuels. Les gens vont soutenir un projet précis ou une action précise ou une campagne spécifique, et puis ils vont faire des dons pour cette campagne ou ce projet, et puis pas forcément devenir des membres à long terme. Donc le travail d'une association comme la nôtre, qui n'est soutenue que par ses membres et ses donateurs, c'est vraiment, on est financé uniquement par ça. Ponctuellement, on a le soutien d'une fondation sur un projet précis, mais c'est plutôt rare. En réalité, on est vraiment financé de manière totalement indépendante. On n'a aucune subvention de l'État ou des collectivités. Et donc, notre travail, c'est aussi de demander à nos membres de nous soutenir pour tel et tel projet, d'aller chercher des nouvelles personnes. Et puis ça, c'est quelque chose qui, disons, depuis plusieurs années, fonctionne plutôt bien et nous permet de grandir. Donc voilà. Après, la part des gens qui sont réellement actifs et qui vont réellement mener des actions, alors on a des groupes régionaux dans plusieurs villes, à Genève, à Lausanne, et puis dans plusieurs villes suisses alémaniques, avec lesquelles on travaille pour. Donc c'est des membres, des activistes, des bénévoles qui viennent et qui on se réunit, on discute des actions qu'on peut mener, et puis leur participation aux campagnes qui sont celles de l'Active Trafic, et puis on mène des actions ponctuelles comme ça. Voilà. Je vous propose qu'on exemplifie tout ça avec un cas concret. Cette fameuse votation sur l'extension des autoroutes le 24 novembre. Vous avez préparé une campagne avec un argumentaire, avec 9 grands arguments, mais peut-être pour comprendre comment se mènent ces actions et comment, depuis le moment où il y a eu cette idée d'extension d'autoroute, puis il y a eu des référendums, puis maintenant il y a la votation. Enfin, quel est un peu le mécanisme, la durée, et comment vous vous inscrivez dans cette durée-là ? Alors, il y a un ronronnement des institutions suisses par rapport aux infrastructures, qui est qu'il y a des projets, l'Office fédéral des routes fait des plans, soumet ces plans, ensuite c'est le Conseil fédéral qui délivre un message avec un paquet de projets. Et là, il y avait un gros paquet d'investissements routiers qui a été encore gonflé à la dernière minute au Parlement pour mettre un projet roman. À la base, c'était que 5 projets alémaniques. Il y a un 6e projet qui est celui de l'extension de l'autoroute entre Genève et Nyon, qui n'était pas jugé prioritaire, ni par le canton de Genève, ni par le canton de Vaud, qui n'a pas été rajouté à la demande d'un roman, mais plutôt du ministre des Transports Albert Rösti, et il l'a fait passer par un élu bernois, pour faire en sorte, sachant qu'il y aurait un référendum, qui est un sucre, entre guillemets, pour les romans, pour les motiver, entre guillemets, à voter oui. Pour pas que les romans puissent dire, en fait, on se sent délaissé par la Berne fédérale, comme c'est parfois le cas. Donc, en vérité, pour remonter un peu en amont de ça, il y a d'abord eu la connaissance que ce projet allait arriver, une pétition que nous avons lancée avec Active Trafic, qui a récolté plus de 26 000 signatures, qu'on a déposée fin 2022 au Parlement, et puis avec l'espoir d'influencer le vote. Ça n'a pas été le cas, le vote est passé, et puis nous, on a évidemment lancé le référendum avec l'Alliance nationale, qui comprenait notamment l'Association Transport et Environnement, la TE, avec laquelle on collabore très régulièrement sur les campagnes. Et le référendum a eu un certain succès, donc le vote du Parlement a eu lieu en septembre 2023. Nous, on a lancé le référendum immédiatement derrière, déposé les signatures en janvier 24, et puis maintenant la votation le 24 novembre
prochain. Avec c'est donc un travail qui monte à au moins un an et demi avant le vote, et puis qui se poursuit là, et qui, à mon sens, doit se poursuivre après. C'est-à-dire que si on gagne la votation, on a bloqué ces 6 projets-là, il faudra voir quelle sera la réaction des autorités. Est-ce qu'ils vont continuer à proposer d'autres projets? Parce qu'il y a encore d'autres projets qui sont dans le pipeline. Il y en a qui sont antérieurs à ces 6 projets qui vont de l'avant, notamment l'extension du tronçon entre le Vengeron et Mérin-Vernier, par exemple, dont les travaux devraient commencer d'ici 2 ans. Donc là, il y a la possibilité de faire des recours. Et puis, il y a pas mal d'autres projets autoroutiers encore en cours en Suisse. On verra si on devait gagner, si ça mettrait un coup d'arrêt à tous ces projets, ou si ils vont aussi lancer d'autres projets, parce que là, on parle de 5 milliards qui sont prévus pour ces projets autoroutiers. C'est 6 projets qui sont soumis au vote, mais la Confédération a 35 milliards de projets dans le pipeline. Donc, en tout, 35 milliards ces prochaines décennies, c'est colossal pour des extensions d'autoroutes. Donc, c'est pour nous une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, il faut clairement dire stop. Il faut montrer qu'on doit changer de paradigme en matière de mobilité. Et ça passe par arrêter l'extension des routes, qui n'est pas en fait une réduction du trafic, c'est même pas commencer à atteindre nos objectifs climatiques, c'est juste arrêter d'aggraver la situation. Donc il y a vraiment, pour nous, c'est un enjeu majeur de ce point de vue-là, parce que si on prend au sérieux la loi climat qui a été votée par le peuple, il faudrait abandonner ces projets. Ils auraient dû être abandonnés immédiatement après le vote de juin 2023 avec les objectifs climatiques, parce que c'est totalement incompatible. Donc voilà, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, et quand on voit les mobilisations qu'il y a en France, par exemple, contre les projets autoroutiers, que ce soit l'A69 entre Toulouse et Castres, plus près de chez nous, l'autoroute du Chablais entre Thonon et Machy, qui fait l'objet d'une mobilisation forte, avec notamment beaucoup de paysans qui sont très opposés. On voit qu'on a, un peu partout, on crée cette question des autoroutes dans la situation climatique actuelle, dans l'impasse qu'on constate du point de vue, ne serait-ce que de la pure physique, géométrie des transports dans nos espaces urbains. Ça montre que c'est un objet qui est vraiment important, qui est crucial, parce que c'est avec ça on donne aussi un signal pour l'avenir. On construit ces infrastructures pour les jeunes générations aujourd'hui, c'est eux qui vont rouler dessus, c'est les gens qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui, qui seront les utilisateurs de ces autoroutes, même ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, est-ce qu'on veut leur donner le signal que, ok, c'est bon, on continue à rouler à fond tous dans des véhicules de 2 tonnes tout seul, ou est-ce qu'on change notre orientation en matière de mobilité, puis on va vers la sobriété, vers l'efficacité, vers la proximité? Et nous, on pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, c'est pour ça qu'on fait cette campagne, pour dire non. Imaginons que ces travaux commencent. Cela va prendre une dizaine d'années, si pas plus, par endroit. Si, il y a 30 ans, quand Active Trafic a commencé, c'était déjà compliqué de diviser par 2, là, ça sera encore plus impossible. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que le tronçon Genève-Nyon, les travaux commenceraient au mieux en 2033, et finiraient en 2041. Donc, ça nous place une mise en service dans 15 ans, ce qui signifie que selon les chiffres de l'Office fédéral des routes lui-même, dans son rapport technique, ils disent que 10 ans après la mise en service, ce sera déjà saturé. Il y aura tellement de trafic induit, tellement de gens qui vont se précipiter sur l'ouvrage que, en fait, on offre un soulagement pendant quelques années. Enfin, on offre d'abord 8 ans de travaux et de nuisances pour les gens qui y sont entre 2033 et 2041. Puis ensuite, entre 2041 et 2050-51, on a un tout petit moment de soulagement, puis très rapidement, les bouchons qui reviennent et une autoroute à nouveau bouchée en 2050. Donc en fait, non seulement on résout pas le problème pour les automobilistes, mais en plus on l'aggrave, parce qu'une autoroute à 6 voies qui doit rentrer dans une ville, elle crée un effet d'entonnoir plus important qu'une autoroute à 4 voies. Et les villes vont pas changer massivement, on va pas casser des immeubles pour faire rentrer les voitures. Et sur cette autoroute, ça passerait de 80 000 véhicules jour, selon les prévisions de l'OFROU encore, donc l'Office fédéral des routes, 80 000 véhicules jour aujourd'hui à 130 000 véhicules jour 10 ans après la mise en service. Donc en fait, comme on le dit, si on veut faire passer un maximum d'usagers de la voiture vers le train, vers les transports publics, vers le vélo, ce sera encore plus difficile après. Donc c'est pour ça que c'est vraiment crucial de refuser ces projets et d'orienter nos choix, nos investissements vers les mobilités d'avenir et vers un aménagement du territoire, surtout qui évite de parcourir d'immenses distances pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller au commerce, pour aller faire ses loisirs. Ce qui est important, c'est de se dire, en termes de climat, la seule manière d'agir là-dedans, c'est si on agrandit, alors il y aura juste l'électrification. C'est le seul espoir, entre guillemets, qui permet de dire, on peut avoir, comme on dit en anglais, on peut avoir notre part de gâteau et la manger également, quoi. Alors, on pourrait étendre les autoroutes et pas les utiliser, mais ça, c'est très improbable. Mais très clairement, et c'est là-dessus que se basent, disons, les défenseurs des autoroutes en disant que demain, ça sera un transport décarboné parce que les véhicules seront électriques. Mais il y a une énorme hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire que les véhicules électriques,
Ils sont certes beaucoup moins polluants que les véhicules thermiques, mais le problème, c'est qu'une voiture thermique, aujourd'hui, c'est relativement polluant à produire, mais surtout très polluant à l'usage. Le véhicule électrique, c'est surtout très polluant à produire, parce que les batteries sont très énergivores, et moins polluant à l'usage. En tout, dans l'entier du cycle de vie, une voiture électrique, c'est à peu près la moitié aujourd'hui de la pollution d'un véhicule thermique, donc c'est de toute façon mieux, mais c'est très insuffisant, et surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus que le train, par exemple. Donc on parle de 260 grammes de CO2 par kilomètre pour une voiture thermique dans son utilisation en entier, dans tout son cycle de vie. La voiture électrique, c'est à peu près la moitié, plutôt autour de 130. Mais le train, c'est plutôt 7 grammes par kilomètre. Alors, il va y avoir encore des progrès dans l'efficacité des véhicules électriques. On pourra descendre peut-être à 80, voire 60 grammes de CO2, mais ça reste beaucoup plus que le train. Donc, et que le vélo ou que les bus. Donc, on a vraiment une inefficacité dans l'idée même d'être seul dans un véhicule de 2 tonnes qu'il faut dire, en fait. C'est vrai que ça consiste à rompre avec un modèle dans lequel l'industrie automobile nous a enfermés, dans lequel le lobby routier nous a aussi mis, parce que ils avaient intérêt, évidemment, à vendre un maximum de pétrole, à vendre un maximum de véhicules, et on n'a pas pensé, enfin, ils connaissaient les conséquences. L'industrie du pétrole, on sait que depuis les années 70, elle sait quelles seront les conséquences de la combustion des énergies fossiles. Ils avaient les meilleurs rapports qui prédisaient presque exactement ce qui est en train de se produire, mais ils ont fait exprès de non seulement le cacher, mais en plus de répandre la désinformation sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate encore aujourd'hui, avec notamment le rôle que joue le conseiller fédéral Albert Rushdie comme ancien lobbyiste du pétrole et de la voiture. Il continue à jouer ce rôle malgré le fait qu'il est conseiller fédéral, en cachant certains chiffres, en manipulant d'autres et en répandant des contre-vérités sur la question des autoroutes et du trafic. Et je pense qu'on doit absolument dire que les véhicules électriques, c'est une nécessité. Il va falloir en effet que toutes les voitures soient un jour électriques, mais sauf que la priorité, c'est de réduire le nombre de voitures. Il ne faut pas passer des 4 millions de voitures qu'on a en Suisse aujourd'hui, thermiques, à 4 millions de voitures électriques. Ce n'est pas possible, parce qu'en fait, c'est une façon de délocaliser la pollution dans les pays producteurs des batteries. C'est ça qu'on fait. On aura moins de pollution immédiate sur nos autoroutes et sur nos routes en Europe, mais par contre, on demande à la Chine de faire fonctionner des usines pour produire les batteries qui nous permettent d'avoir bonne conscience ici. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre l'ensemble du cycle de vie des véhicules pour se rendre compte que les voitures électriques, c'est un mieux, mais c'est très, très insuffisant par rapport à ce qu'on veut faire. Et aussi, ça n'arrivera pas assez vite. C'est-à-dire que les voitures électriques, au mieux, autour de 2040, les meilleures prédictions, c'est qu'on aura 40-45% du parc automobile qui sera électrique. Mais ça reste 60 ou 55% du parc qui n'est pas électrique. Donc c'est énorme. Et puis on a des objectifs intermédiaires du point de vue climatique qu'on doit atteindre pour 2030. Et on ne les atteindra pas avec la seule technologie, sans parler du risque d'effet rebond. C'est-à-dire que les véhicules électriques, ils ont l'avantage de donner un peu meilleure conscience écologique. Comme je l'ai dit, c'est pas entièrement faux. Et puis ils coûtent aussi moins cher souvent au kilomètre. L'électricité est moins chère que l'essence. Donc, en Norvège, ils ont constaté qu'il y a des gens qui faisaient des trajets auparavant en transport public ou à vélo, qu'ils les font désormais depuis qu'ils ont une voiture électrique. Donc, il y a un vrai risque à multiplier. Si on n'agit pas sur la mobilité, sur la société, sur les usages, sur la conscience, sur le territoire, on a un risque d'avoir en fait davantage encore de voitures, davantage encore de kilomètres parcourus demain avec des voitures électriques, sans parler des voitures autonomes, qui, je ne sais pas si elles arriveront un jour, j'ai pas d'opinion arrêtée sur la question, mais si on change pas notre conception du rapport à la voiture, une voiture autonome, elle peut circuler à vide entre 2 personnes qu'elle va aller chercher. Donc on aura peut-être des fois un taux de remplissage des voitures qui sera encore inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est à 1,2 personnes environ par voiture aux heures de pointe. Un tout petit peu plus dans les week-ends où il y a les loisirs, où c'est plus des familles dans les voitures. Mais donc, on passerait même à un taux de remplissage qui pourrait même être en dessous de 1 personne par véhicule, parce que la voiture autonome pourrait aller vous amener au travail, puis rentrer, ou alors faire un autre trajet si elle est partagée avec une autre personne, puis d'un point à l'autre, elle circulerait complètement à vide. Donc il y a une aberration de ce point de vue-là aussi, qu'il faut prendre en compte. Toutes ces avancées technologiques, elles provoquent des effets rebonds, voiture électrique, voiture autonome, enfin toutes les avancées. Et donc, il faut les prendre en compte, il faut les anticiper, et c'est pour ça qu'il faut agir sur la société, sur le territoire pour guider les usages. Je vais lister certains de vos arguments. On va peut-être pas tous les passer en revue, mais il y en a certains qui sont assez importants. Il y en a 9. Submerger nos villes de voitures, point d'interrogation. Gaspiller 5,3 milliards, point d'interrogation. Détruire le climat, encore plus de bouchons, bétonner la nature,
Ne rien changer et passer à la voiture électrique, des coûts plus élevés pour tout le monde, ruiner le paysage et à fond vers le mur. Quand on parle de gaspiller 5,3 milliards, qu'est-ce qu'on ferait avec ces 5,3 milliards? Ou est-ce que c'est un jeu à somme nulle au final? Ou comment on fonctionne? La première chose qu'on dit, c'est clairement les autoroutes, elles vont créer du trafic induit, du trafic supplémentaire. Et comme je l'ai dit avec l'exemple de l'A1 en Peut-être définir le trafic induit. Alors, le trafic induit, c'est quand on crée une nouvelle infrastructure de transport, en général, on génère une certaine demande. Alors, c'est contre-intuitif pour un certain nombre de gens, parce qu'on se dit, on va élargir, on va avoir le même nombre de personnes sur la route, simplement, ce sera plus fluide. Sauf que le fait que ce soit plus fluide fait changer les comportements. Vous offrez une promesse de fluidité aux automobilistes qui est en fait réelle dans les premiers mois après l'inauguration du tronçon en général, et qui fait que des gens qui n'auraient pas pris la voiture pour ce trajet-là vont la prendre, ou qui ne seraient pas allés aussi loin vont utiliser l'autoroute et puis aller un peu plus loin. Des gens qui font des décisions à court terme, aller au restaurant, faire des courses, ils vont peut-être le faire un peu plus loin de chez eux parce qu'ils vont se dire « Ah, je sais que l'autoroute est débouchée », ou ils vont utiliser l'autoroute aux heures de pointe où ils ne l'auraient pas fait auparavant. Ils peuvent prendre des décisions à moyen terme, inscrire son enfant à un club de sport plus loin, ou à plus long terme, dans le cadre d'un changement de vie, de se dire je vais emménager plus loin, ou je vais accepter un emploi un peu plus loin. Et toutes ces décisions individuelles, elles provoquent au final ce trafic supplémentaire qui n'aurait pas eu lieu si l'infrastructure n'avait pas été construite. C'est ce qu'on appelle ce trafic induit. Alors c'est un phénomène qui est relativement contre-intuitif, mais qui est réel, qui est mesuré, théorisé depuis les années 1930, qui s'est constaté à peu près partout dans les endroits où on a fait des aménagements routiers et qu'on les a élargis, qu'on les a augmentés, selon un schéma en général un peu à 3 temps. Il y a l'embouteillage qui commence, les gens qui protestent, les milieux économiques qui disent ça ralentit nos entreprises, les politiciens qui alors se disent il faut agir, on va élargir la route, ou on va améliorer la situation, fluidifier, et donc on va créer un contournement ou faire 6 voies au lieu de 4, etc. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et puis, une fois que la route est faite, tout le monde se félicite, les élus sont reconduits pour des nouveaux mandats, et puis, troisième étape, c'est le trafic induit qui arrive petit à petit, parfois très vite même, particulièrement vite quand c'est des zones urbaines et que la route était déjà bouchée auparavant. Ce qui est le cas des 6 projets, en l'occurrence, sur lesquels on vote. Donc, on peut faire le pari que ces autoroutes seront bouchées en moins de temps qu'il n'a fallu pour faire les travaux. Et donc, on va se retrouver dans une situation, troisième étape, le bouchon revient, et on recommence le cycle. Protestation, médias qui relayent les protestations, etc. Et puis ensuite, on peut réélargir. Et ça, cette logique-là, les États-Unis l'ont poussée jusqu'au bout. Ils ont fait des autoroutes à 26 voies vers Houston, au Texas, par exemple. Alors vous me direz, la situation démographique, l'absence de transport public est différente aux États-Unis. Mais ces phénomènes, on les a constatés aussi en France, un peu partout, autour de Lyon. L'autoroute à Annecy-Genève, c'en est un bon exemple. Avant, on avait les bouchons énormes dans Creuseuil, donc on a dit il faut faire l'autoroute pour éviter d'engorger Creuseuil. On l'a fait, ça a désengorgé Creuseuil quelques mois, quelques années. Et puis petit à petit, l'autoroute s'est remplie, malgré un péage assez élevé, et Creuseuil est de nouveau bouché. Donc en fait, on a générer plus de demandes de transport entre Genève et Annecy, des gens qui vont penduler beaucoup plus, et puis on se retrouve avec une situation de nouveau bloquée, puis à un moment donné, on arrive dans un entonnoir urbain. Donc là, on regrette évidemment de ne pas avoir amélioré plus tôt le rail entre Annecy et Genève, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Enfin, c'est pas trop tard pour le faire, mais disons, l'idée d'élargir l'autoroute, elle mène vraiment à une impasse, et c'est cette impasse qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir aux autres éléments, c'est sûr que quand on est en train de dépenser des milliards pour ce qui n'est une non-solution, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne va pas améliorer la situation des bouchons, c'est ce qu'on appelle un gaspillage. Et de l'autre côté, investir dans les transports publics, c'est investir à la fois pour la mobilité, mais c'est investir aussi pour la transition écologique. C'est un double investissement. Enfin, c'est un investissement vraiment sur l'avenir, alors que l'autre est vraiment de l'ordre du gaspillage, parce qu'en plus, il faut entretenir ces routes, comme on l'a dit. On estime les coûts, là, donc c'est 5 milliards pour les faire, mais en même temps que les 5 milliards, le Parlement a voté un crédit de 8 milliards pour l'entretien du réseau. Et on estime que pour les prochaines années, ce sera 1,2 milliard par an pour le seul entretien des routes. Et plus il y a de routes, plus il y a d'espace à entretenir, plus il y a de trafic dessus, plus les routes s'usent, plus il faut les entretenir, et plus on a de catastrophes climatiques, plus il faut aussi réparer les routes. On l'a vu cet été très concrètement, en Valais, avec la 9 à Sierre qui était inondée, des routes coupées dans les vallées, au Grison, au Tessin, la région de Berne, etc. Donc on a un vrai problème qui va nous arriver dessus en plus, qui est la nécessité d'entretenir toujours plus le réseau routier. Donc gaspiller ces milliards qui nous seront précieux à l'avenir dans des routes nouvelles qui seront là que pour améliorer très temporairement pendant peut-être 1 ou 2 ans le confort de quelques automobilistes entre des grandes villes, mais qui va ne faire qu'aggraver la situation à terme, c'est un vrai problème. D'autant qu'en Suisse,
pays relativement bien desservis en matière de transport public, on a quand même eu, ces 30 dernières années, une évolution très négative au niveau des coûts des transports publics, puisque le prix de l'abonnement général, il a pratiquement doublé depuis 1990, alors que les coûts de la voiture, eux, ils ont stagné, voire même baissé si on prend en compte l'inflation. Donc les transports publics augmentent 4 fois plus vite que les coûts de la voiture. Et cet écart qui est en train de se creuser, c'est un écart d'évolution des prix. Il reste quand même moins cher de ne pas posséder de voiture et d'avoir un abonnement général de transport public que de posséder une voiture. Parce qu'on estime les coûts de la voiture environ à 1 000 francs par mois quand on inclut tout, l'amortissement, les réparations, les pneus, la vignette, l'essence, le parking, les assurances, etc. Donc si on prend l'ensemble des coûts de la voiture, c'est quand même plus avantageux d'utiliser les transports publics. Le problème étant qu'on a une grosse partie de la population qui est encore motorisée et que ces gens-là, il faudrait essayer de les mettre le plus possible dans les transports publics pour qu'ils puissent éviter de parcourir des kilomètres en voiture. Et pour les inciter à ça, eh bien, il faut que des tarifs de transport public soient aussi accessibles et qu'ils évitent d'être un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que le tarif de transport public est un obstacle parce que pour passer de la voiture au transport public, ça passe pour certaines personnes comme une forme de déclassement. C'est-à-dire qu'on est dans sa bulle privée, c'est la spécificité de la voiture, c'est vraiment un espace privé clos qui se déplace dans l'espace public assez vite. Et ça procure des inconvénients quand il y a trop de monde en voiture, ça bouchonne, mais ça procure pas mal d'avantages quand on est dedans, puis qu'on a sa petite bulle, on peut y faire ce qu'on veut. Ce qui est pas le cas des transports publics. Donc pour faire, entre guillemets, demander cet effort aux gens, et puis comme on va devoir le demander à beaucoup de gens de faire cet effort si on veut atteindre nos objectifs climatiques, eh ben, il va falloir enlever tous les obstacles. Donc clairement, les prix des transports publics doivent diminuer et probablement que les coûts de la voiture devraient aussi normalement augmenter pour pouvoir combler l'écart entre les deux, pouvoir vraiment inciter les gens à passer de l'un à l'autre. Peut-être que les personnes qui nous écoutent ne se représentent pas ce que 5 milliards ou les 8 milliards représentent. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on pourrait faire avec ces 5 milliards et ce que ça représenterait réellement? Alors, 5 milliards, si on prend ce qu'a coûté le CEVA, donc ce chaînon manquant qui a permis, du train qui a permis de réaliser le Léman Express, le CEVA, c'était 1,8 milliard. Donc on peut réaliser 3 ou 4 CEVA avec cet argent, par exemple. Donc, financer un réseau express de train régional dans plusieurs villes, plutôt que d'élargir ces autoroutes qui seraient complètement inutiles. On peut aussi penser, alors ça c'est plus faire passer de l'argent, de l'investissement à l'usage, mais c'est 3 ans d'abonnement demi-tarif pour toute la population suisse. Voilà. Donc on divise les prix des transports publics pour tout le monde pendant 3 ans en Suisse, rien qu'en utilisant ces 5 milliards. Puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces 5 milliards-là pour ces 6 projets, mais c'est 35 milliards que la Confédération veut investir dans les prochaines décennies. Donc il y a énormément d'argent, plus le milliard ou 1,2 milliard pour l'entretien chaque année, plus encore, et c'est ça qui est intéressant avec la question du trafic, c'est que on a cette impression que la route paye pour la route, ce qui est en partie vrai parce qu'en effet, l'argent récolté par la vignette, l'impôt auto et l'essence alimente ce fonds qui finance les nouveaux projets, l'entretien des routes et aussi des projets d'agglomération. Mais en fait, on a l'impression que c'est un cercle qui tourne très bien et tout va bien. Mais en réalité, ça compte pas du tout tous les coûts externes du trafic. Et par coûts externes, on entend tous les dommages à la santé, à l'environnement et les accidents. Donc l'environnement, évidemment, on sait que les coûts des catastrophes climatiques vont aller en augmentant et augmentent beaucoup depuis longtemps. Et puis, ça va pas s'améliorer. Donc ça, c'est de l'argent pour chaque tonne d'émissions de CO2 que fait une voiture, il faut elle devrait en payer les dommages. Pour l'instant, c'est pas inclus dans la comptabilité. C'est pour ça qu'on calcule ça comme des coûts externes. Et puis, il y a la santé, parce que la pollution de l'air, le bruit, c'est des cancers du poumon, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est des problèmes de sommeil qui entraînent du diabète, qui entraînent de l'hypertension, qui entraînent des maladies mentales, la maladie de l'Alzheimer notamment, qui les aggravent, des cancers du poumon, etc. Et donc, on a une situation où on a la route qui, en effet, paye pour son infrastructure propre, mais on ne prend pas du tout en compte ses coûts externes, et ces coûts externes s'élèvent à environ 20 milliards. Le chiffre est entre 18 et 20 milliards par an de coûts dus au trafic motorisé. Donc ça veut dire que si on prenait ça en compte, très clairement, la route est largement subventionnée par vous et moi et toutes les personnes dans le pays, que ce soit par nos impôts, que ce soit à travers nos primes maladie, que ce soit à travers parfois notre santé elle-même, ou parfois notre vie, parce que la route, c'est aussi beaucoup d'accidents, c'est aussi beaucoup de blessés. C'est 4300 personnes qui sont blessées chaque jour sur les routes ou tuées en Suisse, dont beaucoup d'enfants. Et ça, c'est des coûts énormes aussi en termes de santé. Et puis c'est aussi un coût humain qui est quand même gigantesque et dont
on considère presque que c'est normal. En gros, c'est des dommages. D'ailleurs, on les appelle des accidents, mais on devrait parler plutôt de collisions, parce que c'est pas vraiment des accidents. Mettre des gens individuels dans des voitures qui vont à 120 à l'heure, avec une puissance énorme, et puis se dire que tout va bien se passer, ça a quelque chose disons, c'est évident qu'on fait courir un risque énorme aux usagers de la route eux-mêmes, mais aussi aux cyclistes, aux piétons qui sont les plus vulnérables. Et ces coûts-là, il faut les intégrer dans la machine, il faut les intégrer dans le truc comptable pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, on n'a plus les moyens de financer des routes aujourd'hui, très clairement. Si on prend en compte ces chiffres-là, il faut absolument arrêter d'étendre le réseau routier et il faut diminuer massivement le trafic motorisé. Entre 20 et 25 milliards de francs par an que le trafic individuel motorisé contribuerait. Voilà, exactement. Ça nous coûte cher. Comme quoi, il reste quand même des poches de sous quelque part. C'est évident. Et si on mettait cet argent dans la transition écologique, si on mettait cet argent dans les transports publics, dans la mobilité tous, même dans l'aménagement du territoire pour réaménager, on aurait parfaitement les moyens d'opérer cette transition, de l'opérer vite, de l'opérer d'une manière socialement acceptable aussi, parce qu'il y a un élément qu'il faut toujours garder en tête, c'est que les gens qui circulent sur les routes, en réalité, on a l'impression que c'est un peu monsieur et madame tout le monde, ce qui est en partie vrai, mais ceux qui roulent le plus, ceux qui font le plus de kilomètres, ceux qui ont les plus grosses voitures, c'est les personnes les plus riches. Donc en fait, si on veut opérer cette transition de manière socialement juste, sans prétérité, par exemple en mettant des péages très chers ou sans rendre la mobilité injuste socialement, en fait, on se rend compte qu'on a tout à fait les moyens de le faire. Et puis, la tendance qu'on observe aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le Conseil fédéral, d'un côté, veut mettre ses milliards dans les autoroutes, et puis de l'autre côté, ils annoncent des coupes dans les trains de nuit, et puis dans les transports publics régionaux, c'est-à-dire les trains, les petites lignes de train, les petites lignes de cars postales, qui desservent, et ça c'est une spécificité qu'on a en Suisse, qui est un bijou, c'est qu'on peut aller à peu près partout sur le territoire en transport public, mais là, le Conseil fédéral veut faire des économies de quelques millions là-dedans, et donc veut arrêter de desservir des zones périphériques avec ces transports publics régionaux. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'il y a toute une partie de la population qui ne conduit pas, et on les condamne à l'immobilité. Et ça, on a tendance à considérer que tout le monde conduit. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont trop jeunes pour conduire, trop vieux pour conduire, trop malades, trop pauvres aussi parfois, parce que c'est cher de posséder et de rouler en voiture. Et puis, aussi ceux qui veulent pas conduire, voilà, qui n'ont jamais voulu, qui n'ont pas passé le permis, des gens qui, comme moi, ont passé le permis puis ont arrêté de conduire parce que, voilà, moi, je me sens extrêmement mal derrière un volant, je me sens pas du tout sûr et je pense que c'est mieux que je sois pas sur la route pour la sécurité de tout le monde. Et donc, on obligerait les gens qui peuvent pas, enfin, qui n'ont pas envie de le faire à le faire. Et puis, en fait, ça s'appelle renforcer la dépendance automobile. Donc, clairement, ça, c'est ce qui s'est construit ces 60 dernières années, dont on doit absolument sortir. Et là, la logique du Conseil fédéral qu'on voit, en particulier sous l'emprise d'Albert Rushdie, c'est de renforcer cette dépendance. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Comment on peut avoir une mobilité socialement juste? Parce que là-dedans, parmi vos argumentaires, il y a aussi que ça prend de la place, quoi, tout simplement, les infrastructures. Que ça soit de la place vers l'agriculture ou vers d'autres activités urbaines. Ça voudrait redistribuer cet espace ou... Alors, c'était un des objectifs des initiatives climat urbain, peut-être qu'on en parlera, c'était vraiment rééquilibrer l'espace public dans les villes. Et c'est vrai que on sait, alors je l'ai dit, les personnes les plus privilégiées souvent roulent plus en voiture, possèdent plus de voitures, ont des voitures plus grosses, donc elles occupent souvent plus d'espace que les personnes avec des revenus plus faibles. Et dans les villes, redistribuer l'espace public, le redonner à la vie, à la végétation, à des bancs publics, à la piétonisation, à des espaces pour les vélos. En fait, c'est redonner de la place à tout le monde, y compris les gens les plus pauvres. Moi, je dis toujours que la place publique, l'espace public, le trottoir, la rue, c'est le jardin du prolétaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ceux qui ont l'argent d'avoir une maison individuelle, 4 murs avec leur jardin et leur petite clôture en périphérie. Et c'est souvent eux qui, de par cet aménagement du territoire peu dense avec des villes individuelles, pendulent souvent plus en voiture jusqu'en ville, occupent de l'espace aussi en ville. Et cet espace, les voitures qui sont stationnées, c'est 12 mètres carrés par voiture, elles sont immobiles 98% du temps, les voitures. Tout cet espace qui est consommé par les voitures, il est au détriment des activités et des espaces de lieux communs, de vie sociale, qui sont là pour tout le monde, les plus riches aussi, mais qui profitent particulièrement à toutes les personnes qui ont peu de moyens.
Si on prend l'exemple des enfants, très clairement, quand on a une rue dans laquelle il y a beaucoup de trafic, où il y a beaucoup de places de stationnement, qui est un grand parking, mais en fait, c'est de l'espace qui est volé pour les enfants. C'est-à-dire que, du coup, les enfants peuvent plus jouer dans la rue comme c'était le cas il y a quelques décennies encore. On a vraiment vu une diminution énorme de l'autonomie des enfants dans l'espace public. Et ça, c'est aussi une contrainte supplémentaire pour les familles, pour ceux qui ont moins de moyens, parce que il n'y a plus cet accès direct à un espace de jeu commun dans la rue. Et chaque mètre carré qu'on gagne pour l'espace public, pour le rendre aux êtres humains plutôt qu'aux machines, c'est de l'espace qu'on redistribue socialement de manière plus juste. Voilà, ça c'est un aspect. Et puis l'autre aspect, à mon sens, qui est aussi important, c'est que on a tous aussi des besoins de mobilité. Et si on investit l'argent qui est aujourd'hui gaspillé dans les routes et dans l'éponger tous ces frais que génère le trafic, si on l'investit dans les transports publics, non seulement pour mieux les développer, mais aussi pour en baisser les tarifs, eh bien on a un meilleur accès à la mobilité pour toute une partie de gens qui ont peu de moyens. Et ça, c'est très important parce que il y a l'aspect enlever les obstacles pour les automobilistes, les obstacles mentaux ou financiers pour qu'ils passent à la voiture, qu'ils sortent de la voiture plutôt pour aller dans les transports publics. Mais il y a un aspect important socialement d'envoyer le message à tout le monde pour dire, voilà, d'une manière raisonnable et raisonnée, on a tous besoin d'accéder à nos lieux de vie, à nos lieux de travail, à nos lieux de loisirs. Je ne parle pas de penduler tous les jours de Genève au Grison. Ça, c'est pas un usage de la mobilité qui est très raisonnable. On doit aussi probablement envisager le territoire de manière à ce que les gens n'aient pas besoin de parcourir trop de grandes distances. Par contre, pour tous les besoins essentiels, ça doit être accessible à tout le monde. Et puis ça, c'est important, voire gratuit. Je pense que dans l'intérieur des villes, on devrait avoir des transports publics urbains gratuits qui permettent à chacun d'accéder aux besoins essentiels sans avoir à payer pour que ce soit le plus juste pour tout le monde. Évidemment, tous les besoins essentiels, c'est là où le bas blesse. Enfin, c'est là où les conversations et la démocratie doivent s'emparer du sujet. Exactement. Ça, c'est pas quelque chose qui doit être décidé par en haut, de dire on va pas fixer des quotas de kilomètres et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Mais c'est évidemment la délibération collective, des discussions démocratiques qui doivent avoir lieu pour se dire bon, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut avoir la discussion sur les trains. Est-ce qu'on doit financer la gratuité des trains pour tout le monde ou est-ce qu'on doit avoir chacun un accès à un certain nombre de kilomètres par an gratuit Après, évidemment, il y a des besoins différents selon les personnes. On n'est pas aussi selon nos stades de vie. On peut être en forme, capable de se déplacer à vélo et dépenser 0 francs en transport public pendant plusieurs décennies parce que tout va bien. Et puis, à un moment donné, soit parce qu'on a un accident, soit parce qu'on est trop vieux et puis qu'on n'arrive plus à faire de vélo, et ben on a besoin d'autres modes de transport. Donc, il faudrait évidemment ajuster tout ça en fonction des situations de chacune et chacun. Mais avant de rentrer dans ce niveau de détail-là, il y a énormément de travail à faire déjà pour par des mesures simples, rendre la mobilité la plus durable, la plus soutenable, très abordable. Et puis par contre, rendre la mobilité qui est celle des automobilistes, que j'appelle des automobilistes de confort, beaucoup plus chère. Parce qu'en fait, il y a une partie des gens qui sont dans des véhicules motorisés qui n'ont pas d'autre choix. C'est clair. Déjà, tous les professionnels, on ne parle pas de cela. En général, quand on parle de réduire le trafic motorisé, on ne parle pas de réduire les gens qui transportent des poutres métalliques qui ne peuvent pas le faire autrement qu'en camion ou camionnette. Évidemment qu'eux, ils doivent avoir une route qui leur permet de circuler. Et puis, après, les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent vraiment pas faire autrement que d'utiliser une voiture, même si il y a quand même des solutions aujourd'hui pour que certains fauteuils roulants roulent sur les pistes cyclables et puis les fauteuils roulants électriques, on le voit dans les Pays-Bas, c'est un usage fréquent qui est fait de ces aménagements cyclables. Ça, les personnes à mobilité réduite, on leur rend une certaine liberté de mouvement quand ils sont en sécurité sur la chaussée aussi. On le voit même à Genève d'ailleurs. Mais bon, dans l'ensemble, les personnes à mobilité réduite, âgées et les professionnels, eux ont vraiment un besoin essentiel de circuler en voiture avec des moteurs. Mais parmi les autres, ceux qui sont absolument seuls dans un véhicule prévu pour 5 tous les jours, juste parce que ils n'ont pas envie des transports publics ou ils ont un peu la flemme, ou ça, c'est quelque chose qui doit changer. Et ça, c'est clair qu'il est possible qu'on doive jouer sur la question du prix pour cela. Je pense que là, il y a évidemment le dernier volet, celui de la sensibilisation qui doit jouer, parce que c'est vraiment ça qui va induire la demande de transport. C'est où est-ce qu'on habite, où se situe notre travail, où se situent nos loisirs. C'est vraiment le triangle d'or si on arrive à les réduire. Mais ça va bien au-delà du centre-ville, quoi, c'est cette question-là. Est-ce que ça rentre, par exemple, dans une de vos activités ? Alors, pas directement, parce que c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de mobilité et pas beaucoup d'aménagement du territoire, mais c'est un aspect qu'on tente de prendre en compte de plus en plus. C'est complexe partout.
Même si on constate aussi quand même qu'il y a des idées reçues sur le fait que les personnes démunies partiraient vivre à la campagne parce que les loyers sont trop chers en ville. On constate dans les faits que c'est quand même plutôt les classes aisées, c'est à partir d'un certain seuil qu'on commence à emménager plus loin de la ville, même s'il y a en effet des processus de gentrification dans les villes qu'il faut combattre, qui sont très nocifs parce que précisément ils impliquent qu'on chasse des personnes des quartiers centraux, puis qu'ils vont plutôt... Mais ces personnes vont généralement plutôt s'installer dans les communes d'agglomération, ce que j'appellerais la première couronne autour de Genève, des communes comme Lancy, Aunay, Vernier, etc., Meyrin, et moins que aller acheter une maison pour se mettre en périphérie. Mais néanmoins, le phénomène existe et il doit être pris en compte. Mais il est particulièrement complexe en plus à Genève, où en fait on a une spécificité, c'est d'avoir mis notre centre-ville, la banlieue proche, c'est communes de première couronne, puis la campagne, et en fait notre banlieue en France voisine. Et ça c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que il y a vraiment une distribution du territoire qui est un peu, pas unique au monde, mais quand même très spécifique à Genève. C'est vraiment ce canton frontalier qui produit cette espèce de cercle concentrique bizarre. Et puis, en même temps, le problème que l'aménagement du territoire français n'est pas quelque chose sur lequel Genève a beaucoup de prise. Il y a eu aussi beaucoup de développement de zones villas avec des zones qui sont à faible densité, avec très peu de commerce, très peu de loisirs, très peu d'emplois. Et puis Genève qui agit comme un pôle économique attracteur, qui aspire beaucoup d'emplois, notamment dans les services, dans les soins de la France voisine, qui se retrouvent avec des établissements pour les personnes âgées qui ne trouvent pas assez de personnel parce que tout le monde va venir évidemment travailler pour un meilleur salaire à Genève plutôt qu'en France voisine. Et donc ça attire un flux de pendulaire important. Donc là, il y a vraiment un rééquilibrage du territoire à opérer qui est vraiment spécifique à la région. Mais d'une manière générale, c'est sûr que l'enjeu de la ville à 15 minutes, il est facile. Il est déjà difficile. Paris, c'est pas simple, mais il est quand même plus facile dans une ville dense. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu, comme on dit, manger notre pain blanc. Enfin, c'est les fruits les plus mûrs de l'arbre. C'est les plus faciles à cueillir au début. C'est comment on gère la densité. Enfin, dans un contexte de densité, comment on gère cette transformation. Et on enlève les usages complètement inutiles de la voiture. Puis là, les mentalités, elles sont en train de bouger, et ça va. Mais c'est vrai qu'à long terme, il y a un peu une quadrature du cercle, à savoir comment on va faire pour que les zones faiblement denses puissent gagner un peu de densité, c'est-à-dire en gros remettre de la ville et de la mixité et de la proximité dans les zones aujourd'hui qui sont des fois strictement résidentielles. Donc là, il y a vraiment un enjeu de loi sur l'aménagement du territoire qu'il faut transformer et puis améliorer. Alors, je pense que ça doit passer essentiellement par des pôles, c'est-à-dire que il va falloir recréer des pôles villageois dans les zones de campagne, desquels peuvent partir des transports en commun, qui peuvent rejoindre la ville. Voilà, les gens qui depuis leur maison de campagne doivent faire un bout de trajet en voiture ou à vélo électrique ou que sais-je, dans un transport plutôt individuel parce que la densité permet pas le transport collectif, mais pour rejoindre un pôle dans lequel ils transbordent vers les transports collectifs pour arriver en ville. Ça semble être la meilleure vision, en tout cas de transition, en attendant de réaménager le territoire de manière à ce que, voilà, soit on remplit mieux ces zones résidentielles, soit on y amène de la mixité, sachant que c'est théorique l'idée de mettre les emplois proches des habitations, parce que nos emplois ils changent aussi en fonction de nos parcours de vie, et puis c'est pas forcément synchronisé avec nos habitations, puis il y a plusieurs personnes par foyer avec des emplois différents, donc voilà, il y a l'aspect vraiment aussi de rééquilibrer la dynamique territoriale avec Genève qui doit cesser d'être un aspirateur à emploi, à aspirer énormément de vie économique, un maximum d'entreprises qui doivent venir s'installer à Genève pour attirer du monde. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut évidemment changer. Et puis, il faut mieux le répartir sur le territoire. Et c'est évident que la première chose à faire là, c'est de pas aggraver encore la situation. Or, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est encore en train de construire des zones résidentielles peu denses. On est encore en train de faire des centres commerciaux en périphérie, accessibles uniquement en voiture. On est encore en train de créer des zones d'emploi accessibles uniquement en voiture. On est encore en train d'améliorer le réseau routier, de l'élargir, de l'étendre. Je parlais de l'autoroute Genève-Nyon, mais il y a tout le projet d'autoroute de contournement autour de Genève qui serait à 7 voies, qui est dans la suite logique des projets qui sont proposés là. Le projet d'autoroute Thonon-Machy, on en parlait. Donc tous ces projets-là vont faire que aggraver encore cette situation. Et c'est vrai que là, il faut probablement très clairement dire stop à cette dynamique-là, vraiment net mais clair. On arrête d'élargir les réseaux routiers, on arrête de construire des zones peu denses et on rééquilibre le territoire, on rééquilibre l'espace public. Et puis les comportements, les pratiques, les habitudes, les choses vont évoluer avec ça. On a parlé brièvement de cette question de mètres carrés à partager. C'était quoi ? C'était 1% de la surface totale de la voie publique qui devait être transformée chaque année pendant 10 ans. Vers la verdurisation. Le principe des initiatives climat urbain, c'était de prendre 10% de la voie publique
en 10 ans, et cette somme de mètres carrés-là, la soustraire aux espaces actuellement dédiés à la voiture, donc voies de circulation et parking, pour les transformer en espaces pour les transports publics, donc des voies sites propres, bus, tram, des aménagements cyclables, des pistes cyclables ou du stationnement vélo, des aménagements piétons, trottoirs élargis, places piétonnes, et donc ça à moitié sur la mobilité et l'autre moitié pour végétaliser. Donc ça, c'était le concept d'origine des initiatives climat urbain, c'était vraiment transformer l'espace public et le rééquilibrer pour à la fois l'atténuation du changement climatique en transformant la mobilité et l'adaptation en baissant les îlots de chaleur, en végétalisant, en désimperméabilisant les sols pour améliorer l'infiltration de l'eau et faire baisser les températures dans les périodes de canicule avec plus de végétation en ville. Donc ça, c'était l'objectif initial. C'était l'objectif de qui ? Alors, l'initiative d'Active Traffic, absolument. C'est des initiatives qui ont été lancées par Active Traffic dans une dizaine de villes suisses. À l'origine, plutôt 6. Maintenant, on a une dizaine de villes qui s'y sont mises. Et on a rencontré pas mal de succès avec des contre-projets qui ont été adoptés assez bons à Saint-Gall, à Zurich récemment. Quand on fait une initiative, on propose une loi et souvent les parlements disent l'idée va dans le bon sens mais ça va un peu trop loin, donc on propose un contre-projet, c'est-à-dire en gros la même idée mais on diminue un peu les objectifs. Et à Genève, l'initiative demandait ces 10% en 10 ans de transformation des espaces dévolus à la voiture. Et le contre-projet a parlé plutôt de 8% en 10 ans, ce qui était quand même raisonnablement ambitieux. Et puis, on a affaibli le caractère obligatoire de prendre sur des espaces dévolus à la voiture. Donc, et puis, ce qui était un affaiblissement quand même de l'esprit de l'initiative, mais qui était formulé de manière suffisamment fine pour que ça reste quand même assez ambitieux et ça reste assez dans nos objectifs. Et ce contre-projet a été adopté à l'unanimité du Grand Conseil genevois, ce qui était une bonne surprise pour nous. Et le problème, comme pour l'initiative Mobilité 12 dont j'ai parlé avant, le problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a cette loi qui fixe les objectifs pour les communes-villes du canton, hein, ça ne concerne pas les communes rurales, c'est vraiment toutes les communes de plus de 10 000 habitants qui ont cet objectif de transformer 8% de leur espace public dans les 10 prochaines années. Et ça doit maintenant passer par des plans locaux, c'est plein de projets différents, ça se décline sous plein de formes différentes. Ici, une allée d'arbres, là, une piste cyclable, là-bas, une voie bus. Et tout ça doit se mettre en place ces prochaines années. Et nous, on va travailler là au suivi de la mise en œuvre de cette initiative, de ce contre-projet désormais, qui est devenu loi et qui est en force depuis maintenant une dizaine de mois et qu'il faut maintenant voir arriver sur le terrain concret des projets et de la transformation de l'espace public, avec notamment beaucoup d'espaces qui devraient être dégrappés, où on devrait enlever du bitume pour pouvoir améliorer cette infiltration des eaux, améliorer la biodiversité et planter des arbres. Il y a différentes communes. Est-ce qu'il existe un moyen avoir plus d'impact si nous prenons toutes les communes ensemble plutôt que chaque commune fasse à sa sauce ? Est-ce que, dans votre cas, est-ce que ces communes vont parler entre elles pour avoir une continuité, je ne sais pas, un corridor de végétalisation, de voies de bus ou de vélo, etc., etc. Comment on rend ça cohérent ? Alors la spécificité de l'initiative Climat Urbain à Genève, c'est qu'elle était cantonale, même si elle concernait que le territoire des communes-villes. Alors que dans les autres villes suisses alémaniques, c'est toujours des initiatives municipales qui ne concernent que le territoire de la ville en question. Zurich, c'est vraiment la ville de Zurich, Winterthur, idem, Berne, pareil, etc. Et donc cette spécificité fait que nous, en faisant une initiative, on touche 10 villes. Donc on a fait quelque chose avec une pierre 10 coups. Et le Conseil d'État est maintenant chargé de rédiger un plan. Il y a un groupe de suivi avec les communes, donc l'idée, ça c'est, on attend que la mise en œuvre soit faite. Si vous avez l'occasion de recevoir la personne en charge de la mobilité dans ce podcast, vous pouvez lui demander où ça en est, parce qu'on est assez impatient de voir comment ça va se transformer dans le concret. Et normalement, il y a un groupe de suivi composé des communes, du canton, qui s'assure que ces objectifs vont être respectés, avec un pointage régulier pour permettre de suivre l'évolution réelle et pas que on se retrouve 9 ans et demi après l'adoption à se dire en fait on n'a rien fait, puis de toute façon c'est trop tard. Donc il va y avoir un enjeu de mobilisation après, probablement même des fois projet par projet. C'est ça qui est terrible, c'est que chaque centimètre carré d'asphalte qu'on transforme de la voiture à d'autres modes ou à la végétation, c'est quasiment à chaque fois une bataille, à Genève en tout cas. Donc ça va nécessiter un gros travail de suivi, de mobilisation pour être sûr que ça avance et puis qu'on respecte vraiment ce qui a été dit. Et là, je pense que ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est comme je disais, qu'elle touche à la fois l'atténuation du changement climatique et l'adaptation.
Et ça, c'est un sujet qui va devenir énorme ces prochaines années. C'est la question de l'adaptation au changement climatique. On le voit en France où voilà, il y a beaucoup d'événements pluvieux extrêmes qui posent de grosses questions d'adaptation dans des villes parfois très bétonnées. Et ça va faire que empirer, empirer tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone. Donc il y a vraiment un enjeu majeur de savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser dans nos villes. Est-ce que c'est cet espace dévolu à des véhicules et qui reste bétonné, ou est-ce qu'on enlève partout où on peut de l'asphalte pour faire rentrer l'eau dans le sol, pour permettre aussi en été d'avoir moins chaud. Et puis ça va être un enjeu quasiment de survie dans nos villes. J'aimerais passer à la deuxième partie de l'entretien qui est plutôt comment Active Traffic collabore avec l'écosystème de transport et de mobilité à Genève. On avait reçu l'ATE il n'y a pas longtemps, on a reçu les TPG, les Manis. Comment vous coexistez, comment vous collaborez Est-ce que c'est au cas par cas? Est-ce que c'est de manière structurelle? Comment ça se passe? Alors, il y a une coordination transport et déplacement qui est une espèce de coordination des associations actives dans la mobilité durable à Genève, qui est un fonctionnement plutôt peu visible du grand public, parce que c'est surtout une des réunions où on collabore entre nous, entre les acteurs, donc ATE, Active Traffic, Pro Vélo, Mobilité Piétonne, le VVF, et enfin tous ceux qui sont engagés dans la mobilité durable. Ce qui nous permet de savoir quels sont les projets de loi qui arrivent au Grand Conseil qui concernent la mobilité, sur lesquels on va devoir agir, parfois se faire auditionner en commission des transports au Grand Conseil. Donc il y a cette instance qui existe, même si elle est peu active, visible du public, mais elle existe. Et puis après, sur chacune des campagnes ou des projets, évidemment, on sait qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble. Donc sur à peu près toutes les campagnes d'ampleur qu'on a citées, que ce soit l'initiative Mobilité Douce, l'initiative Climat Urbain, que ce soit ici la campagne des autoroutes, on fait un travail commun avec l'association Transport Environnement, bien sûr, mais aussi avec les autres associations comme Pro Vélo, comme le VVF, comme d'autres. Et on travaille vraiment à essayer toujours de faire des fronts les plus larges possibles. C'est quelque chose qui me tient, moi, personnellement, beaucoup à cœur. Je pense que c'est important, bien sûr. Il y a l'identité de chaque association, il y a ses objectifs spécifiques, il y a les actions qu'elle va mener de manière plus visible juste pour elle-même et par elle-même. Mais je trouve que pour les batailles d'ampleur, il faut toujours agir à plusieurs, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que on réfléchit aussi souvent mieux quand on est plus nombreux, avec différents points de vue, perspectives, et puis on démultiplie nos forces. Donc moi, je pense vraiment que la collaboration entre associations comme je les ai mentionnés là, mais ça peut être aussi des associations d'habitants, des associations de quartier, des associations de parents d'élèves dans certains cas, parce que des problèmes de trafic devant les écoles, il y en a énormément, de dangerosité. Ça peut être aussi même des associations sur la question de la végétation. On a travaillé sur climat urbain aussi avec des botanistes, avec des biologistes, avec des gens qui connaissent le sujet, qui n'est pas forcément notre domaine de compétences particulièrement. Donc pour nous, c'est vraiment important de développer cette culture d'agir ensemble. On a moins de collaboration directe avec les acteurs institutionnels, avec les grandes régies publiques, que ce soit la Fondation des parkings ou les TPG, même si évidemment on les rencontre, parfois on discute avec eux, on a des séances communes, on a des processus de consultation par l'État ou par la ville de Genève sur des projets précis, que ce soit le réaménagement de la gare Cornavin, le PAV ou que sais-je, où il y a des projets d'aménagement, et puis ils nous consultent, ils nous demandent notre avis. Il y a des task force, mobilité douce, etc., dans lesquels on essaye d'être présent. Je ne vais pas cacher que c'est pas facile de suivre tout, parce qu'on est beaucoup sollicité, et puis on n'a pas forcément des forces infinies et illimitées. Donc voilà, on travaille aussi sur ce plan-là, et on cherche la collaboration au maximum, de toujours embarquer un maximum de monde dans les batailles pour essayer de peser le plus possible. Et puis là, pour la campagne sur les autoroutes, par exemple, on a un front qu'on a même fait à l'échelle valdo-genevoise, avec les associations, les organisations environnementales, les partis qui soutiennent le non, entre Genève et Vaud, tous ensemble, il y a une trentaine d'organisations en tout, d'autres qui nous rejoignent petit à petit. Et puis, on essaye aussi de chercher des nouvelles collaborations, typiquement là, sur les autoroutes, avec le milieu des paysans, parce qu'il y a les terres agricoles qui sont touchées, il y a l'organisation paysanne unitaire qui soutient, mais aussi Agri-Genève, mais aussi des paysans concernés localement. Donc, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher des gens. Il y a des médecins aussi avec qui on travaille là pour qu'ils prennent position sur les questions de santé publique liées aux autoroutes et au trafic induit que ça va générer, aux problèmes de santé publique qu'on a évoqués aussi tout à l'heure. Donc voilà, il y a plein d'aspects sur lesquels il faut mobiliser plein de gens différents. Quand on a fait la campagne sur l'initiative Mobilité Douce, on a aussi eu des médecins, on a aussi eu les coursiers à vélo, ces professionnels qui travaillent tous les jours sur leur vélo et qui ont besoin d'aménagements cyclables sécurisés. Parce que c'est vrai que face à nous, on a un monstre qui est le lobby automobile, qui est le lobby routier, parce qu'il ne faut pas se cacher, l'utilité majeure de ces autoroutes, c'est surtout
d'enrichir les entreprises de béton et de construction. En vrai, la plupart des gens sensés savent que ça ne résout pas les bouchons, ou que très temporairement, donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on fait tourner la machine des grosses entreprises qui vont non seulement construire ces aménagements, construire ce qui va arriver autour, ces centres commerciaux en plus, ces jonctions autoroutières énormes, et entretenir l'infrastructure. Donc on a cet énorme mastodonte face à nous, automobile, transport professionnel, le camion, et de la construction et du pétrole, qui est vraiment, c'est parmi les industries les plus puissantes de la planète, hein, et les plus destructrices. Et pour faire face à ça, ben évidemment que si c'est juste Active Traffic tout seul, avec nos petits bras, on n'y arrive pas. Il faut faire alliance avec d'autres groupes, il faut se battre. Et puis en plus de cet aspect objectif que c'est des forces énormes dans le système actuel du capitalisme, ces entreprises que je citais, il y a le poids de l'inertie des usages et du territoire qu'on a construit autour de la voiture, des mentalités qui font que voilà, c'est toujours plus facile d'imaginer poursuivre la situation actuelle un peu indéfiniment en ajustant par-ci par-là que de s'imaginer des changements profonds. Parce que c'est difficile de s'imaginer une ville ou une vie avec beaucoup moins de voitures. On a de la peine à se le figurer et c'est plus facile de se dire, laissons les choses comme elles sont, puis on change juste les moteurs ou que sais-je. Donc vraiment, face à cette espèce de double mastodonte, puissance économique et inertie sociale, il faut être fort et puis il faut bouger fort, ouais. Si ce constat est le même, quelle force, quelle gouvernance, comment vous pouvez avoir un plus grand impact en allant plus loin que les convaincus, quoi, au final, avec des acteurs plus institutionnels, peut-être qui agissent un peu plus lentement, etc., etc. Je pense que notre rôle, pour l'instant, disons, on est une petite organisation, hein, Active Traffic n'a même pas de section cantonale locale, elle fonctionne avec un fonctionnement qui est une organisation nationale et puis des antennes dans les lieux. Nous, on est 2 employés pour toute la Romandie, donc on n'a pas une force de frappe démesurée. Et il semble, à mon sens, que là où on est le plus efficace, c'est dans ce que je disais avant, hein, ces 3 volets, changer de la politique, agir sur les terrains concrets, et puis changer les mentalités, notamment à travers la communication, les réseaux sociaux, les vidéos, pour faire évoluer les choses. Et je pense qu'une des choses qu'on doit faire vraiment comprendre à la population et au monde politique et aux acteurs institutionnels, c'est qu'on est victime d'une absence de choix à Genève qu'on a fait pendant des années. On a voulu ménager la chèvre et le chou en permanence. Enfin, en permanence. C'est pas tout à fait vrai. On a massivement privilégié l'automobile pendant des décennies, parce qu'on avait 170 km de lignes de tram dans le canton de Genève dans les années 1920. Hein. Et puis, en 40 ans, on est tombé à 6 km de lignes de tram. Il restait plus que la ligne 12. Tout ça pour faire des bus, mais surtout pour faire beaucoup de place à la voiture. Et cette évolution dramatique, en fait, on a perdu énormément, ce que n'ont pas fait, par exemple, les villes alémaniques, qui ont du coup un retard moins grand à combler que nous. Cette évolution négative, aujourd'hui, pour la compenser, on est obligé de faire des choix drastiques. On ne peut plus essayer de dire on va donner 1 franc pour la route, 1 franc pour les transports publics ou 1 mètre carré pour l'un. C'est pas possible. Chaque centimètre carré qu'on va prendre pour une piste cyclable, une voie bus ou un trottoir plus large, ça va être pris au détriment de la voiture, quasiment partout. Il y a des exceptions. Il y a la voie verte de Genève-Annemasse qu'on a construit sur un ancien chemin de fer, mais en fait, pratiquement tous les autres cas, c'est à chaque fois on doit grappiller de l'espace qui est aujourd'hui dévolu à la voiture. Et ça nécessite de faire des choix, de dire aujourd'hui, le choix, c'est de rééquilibrer pour les autres modes, et donc ça implique de fâcher les gens. Et faire ces choix et fâcher les gens, c'est pas à la portée de tous les politiques. Et puis surtout, c'est pas à la portée de tous les politiques de comprendre qu'il y a une minorité de gens très fâchés, qui est très bruyante, ou une minorité de gens un peu fâchés mais très bruyants, et puis une grande majorité silencieuse qui soit est enthousiaste et soutient des associations comme la nôtre, ils veulent vraiment que ça change, soit est plutôt d'avis qu'en effet, c'est pas pratique pour moi, j'utilise encore la voiture, mais quand même c'est vrai, on doit changer, il faut faire bouger, et puis ils sont prêts à accepter qu'il y ait du changement. Et le tout est pour les décideurs politiques ou les acteurs institutionnels de ne pas se laisser impressionner par la minorité hurlante, mais de savoir que les investissements, les choix qu'on fait aujourd'hui, ils se font pour cette majorité, et puis pour les majorités à venir, qui sont celles des générations futures, qui, elles, aspirent pas du tout à la même chose que les générations des gens qui ont aujourd'hui entre 50 et 80 ans, qui ont été biberonnés à la voiture et auto-voiture, qui sont dans une espèce de logique aussi de privilège acquis. On leur a donné énormément d'espace public, et renoncer à une part de cet espace public pour la donner à des vélos, à des bus ou à des piétons, ça apparaît comme leur arracher une partie de leurs privilèges et de leurs droits acquis. Puis ils se disent, mais comment, de quel droit est-ce qu'on ose m'enlever ça ?
Alors que même qu'en vérité, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en vérité, l'automobiliste qui a vraiment pas d'autre choix, je disais le professionnel, la personne à mobilité réduite ou celui qui circule vraiment parce qu'il n'a pas d'autre solution, il va profiter de ça parce que tous ceux qui ont le choix, qui pourront basculer sur le vélo une fois qu'on aura fait la piste cyclable, eh ben ils vont désengorger la route de voitures. Tous ceux qui vont passer dans le bus parce qu'on aura fait la voie bus, que le bus sera plus rapide, ils vont désengorger la route. Donc en fait, c'est même au bénéfice des automobilistes contraints. Donc c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire comprendre. Et pour l'instant, dans le monde politique, c'est assez rare ceux qui ont le courage de tenir ce raisonnement, de le tenir jusqu'au bout, de pas céder aux pressions. C'était, disons, dans une certaine mesure, avec toutes ces limites quand même, un peu plus le cas avec le magistrat précédent qu'on avait en matière de mobilité, M. Dalbousco, qui a eu le courage de s'opposer aussi à une partie de sa famille politique en leur disant que, ben voilà, il était ingénieur, il voyait les choses de manière rationnelle. Je veux pas lui tresser des louanges parce qu'il a pas fait tout juste, mais je trouve que il était déjà dans cette dynamique d'analyse de la situation de manière correcte et de courage d'agir. Pour l'instant, on n'a pas encore constaté les mêmes dynamiques avec le nouveau magistrat. Donc il y a vraiment cette notion politique, et nous, on peut agir sur les lois avec des initiatives et des choses, on peut agir sur les mentalités avec la communication, avec la sensibilisation, mais après, c'est les politiques qui doivent mettre en œuvre, et puis c'est vraiment là, à mon avis, que se situe pour l'instant le verrou, c'est-à-dire, c'est toujours l'idée du court terme versus long terme. À court terme, peut-être, il y a une partie d'un électorat qui peut se fâcher et se braquer, mais à long terme, une fois qu'on a transformé les rues pour les rendre plus vivables pour tout le monde, personne ne veut revenir en arrière. Personne, jamais. Ça se constate presque jamais, de remettre de la voiture où on l'avait enlevée. Donc là, il y a vraiment la nécessité d'avoir des gens qui ont du courage. Et puis surtout, je pense que ce courage, il se donne s'il y a une forte mobilisation de la population. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose sur quoi nous, on peut travailler, plus que de travailler avec les grandes institutions. Plutôt notre rôle à nous, c'est comme ça que je nous perçois, c'est plutôt d'essayer d'avoir le plus grand nombre de personnes avec nous, le plus grand nombre de gens qui sont actifs, qui expliquent à leurs proches, qui comprennent les raisonnements. Et sur cette campagne, en l'occurrence là des autoroutes, c'est quelque chose que je constate là ces dernières semaines. Ça fait des mois qu'on travaille sur ça, des mois qu'on sensibilise, qu'on fait des vidéos, qu'on fait du matériel à disposition des gens, qu'on donne des arguments, qu'on montre des exemples à l'étranger. Je pense aux réseaux sociaux, à nos newsletters, au matériel qu'on distribue. Et ça, je commence à en voir les fruits. Évidemment, on n'est pas seul. Il ne s'agit pas de s'attirer tout le mérite de ce qui est en train de se produire. Mais voilà, on commence à voir qu'il y a une partie de la population qui, d'elle-même, a compris que la solution, elle n'était pas dans le développement de la route et pas dans le maintien du statu quo non plus, mais dans un changement profond. Et ça, c'est intéressant de voir que ça commence à percoler. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. C'est lent. Et puis, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des retours en arrière. Peut-être pour donc passer en troisième partie qui serait celle de soit d'exemple, soit d'inspiration. Est-ce qu'il y a un acteur, une initiative, quelque chose qui vous a marqué quand vous faites, j'imagine, la veille de tout ce qui se passe à travers le monde ? Alors depuis quelques années, et ça c'est vrai qu'il faut reconnaître que les réseaux sociaux sont un immense réservoir d'inspiration et de suivi de voir ce qui se fait ailleurs, parce qu'on n'est pas tout le temps sur les médias français ou américains ou australiens ou que sais-je ou allemands pour suivre ce qui se passe dans telle ou telle ville. Mais avec les réseaux sociaux, il suffit de se connecter aux bonnes personnes qui sont actives ici ou là, que ce soit à Paris, à Berlin ou aux États-Unis, pour voir ce qui est en train de bouger, ce qui est en train de changer. Et puis, en fait, moi, ce que je constate plus que des différences ou des spécificités locales, c'est beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes entre les situations. Bien sûr, Genève a une topographie spéciale, a un aménagement spécial, on en a parlé, mais en vrai, les arguments de nos opposants sont exactement les mêmes, les méthodes employées sont les mêmes, les débats sont les mêmes. Sur la question du 30 à l'heure, par exemple, c'est assez frappant. Il y a cette idée de généraliser le 30 à l'heure dans les villes en Suisse, mais ça s'est fait en Espagne, ça se fait en France, dans plusieurs villes, etc. On est face aux mêmes arguments en face, on est face aux mêmes contre-vérités qui sont données, au même déni de la science et de la réalité, sur le bruit. Mais ça, de toute façon, avec les voitures électriques, il n'y aura pas de problème de bruit, alors que toutes les études montrent que les voitures électriques, certes, font moins de bruit jusqu'à 30 à l'heure, mais ensuite, à partir de 30 à l'heure, c'est là que le roulement des pneus fait le plus de bruit que les moteurs, donc électrique ou thermique, à partir de ces vitesses-là, le bruit est le même. Bref, il y a vraiment les mêmes genres de dynamiques, alors parfois plus extrêmes ailleurs. En Suisse, on a des gens peut-être des fois plus modérés dans leurs propos, mais les mêmes blocages, avec la différence que la Suisse peut-être a un système démocratique qui lui permet davantage d'opposition, donc des recours plus longs. Typiquement, ce que j'évoquais sur la bande cyclable qui a été faite pendant le Covid entre le boulevard Georges Favon et le pont de la Coulouvre-Renière,
Elle est aujourd'hui encore contestée au tribunal fédéral. Alors, elle est là, elle a été faite, mais on aurait besoin qu'elle soit mieux aménagée, on aurait besoin qu'elle soit mieux sécurisée, puis personne n'ose bouger tant que c'est en suspens pour la justice. Le 30 à l'heure, pareil, il y a des recours juridiques qui freinent la mise en œuvre, qui sont peut-être pas tout à fait possibles. Je connais pas tous les systèmes, mais qui sont peut-être pas tout à fait possibles dans toutes les autres villes, dans tous les autres pays, où par exemple, en France, on a constaté, voilà, pouvoir plus vertical, moins de pouvoir du citoyen, ce qui est pas forcément souhaitable en soi, je pense, mais qui, dans le cas de Paris, par exemple, a permis à la municipalité de mettre en œuvre des aménagements cyclables, franchement, à une vitesse assez impressionnante. Moi, je me rappelle être allé à Paris en 2019, puis être retourné en 2021, et en 2 ans, voir cette ville quasiment transformée. Là où il n'y avait pas de vélo, il y en a des milliers, quoi. Mais avec une loi de la jungle, des carrefours où personne ne respecte rien, où il n'y a pas de feu, où on ne sait pas comment se repérer, où c'est vraiment stressant. Enfin, disons, à la parisienne, enfin, comme on le connaît. Mais en fait, une transformation quand même incroyable des habitudes en un temps, mais exceptionnellement court. Et ça sert vraiment d'inspiration pour nous sur cette question de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. L'idée de dire, il faut tenter les choses, il faut essayer, il faut mettre à l'essai une rue, il faut peindre différemment, il faut faire un bout de trottoir en plus là, aménager comme ça différemment, à l'essai. Puis les gens, quand c'est fait, ils se rendent compte à quel point c'est mieux. Donc ça, c'est un des outils qu'on a pu glaner dans les comparaisons qu'on fait avec l'étranger. Et puis après, oui, il y a des inspirations sur la végétalisation des villes, ce qu'a fait Barcelone avec les superblocks, ce qu'on fait aussi pas mal de villes, même en Suisse alémanique, il y a quand même beaucoup d'avance. Ils ont plutôt pas régressé dans le cours du XXe siècle avec leurs aménagements de trams, par exemple, qu'ils n'ont pas supprimés. Et puis donc, ils ont un cran d'avance sur pas mal de choses, d'apaisement des rues. Pas toutes les villes. Lucerne reste encore très centrée sur la voiture, en tout cas au centre. Il y a toujours des choses à prendre et des exemples à suivre à l'étranger. On essaye de le faire. Puis ça donne aussi un peu de courage, parce qu'on se rend compte que les batailles sont les mêmes ailleurs, qu'en fait en Suisse, on est quand même mieux loti que quand on parle du milieu des États-Unis où ils tentent de faire une piste cyclable, puis tout à coup c'est une bronca pas possible, et puis on parle de la guerre aux voitures, et puis que c'est un truc terrible. En Suisse, c'est tout ça, mais à échelle beaucoup plus réduite. Et puis, on a quand même la chance incroyable d'avoir un réseau de transport public qui est quand même beaucoup plus étoffé, notamment de trains par rapport à ailleurs. On constate aussi qu'il suffit de passer la frontière, d'aller en France. La situation, elle est très, très différente. Donc, on se compare, on regarde, et puis on essaie de tirer le meilleur des bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est ce qu'on a fait aussi. On a fait tout un dossier sur les villes qui présentent des bons exemples, chacune à leur façon. Je parlais des superblocs à Barcelone. En Espagne, il y a aussi Pontevedra qui a mis des grandes zones piétonnes. Les aménagements vélo à Paris et les plans vélo de Paris sont impressionnants. Oslo, sur la vision zéro mort dans les collisions de trafic. Il y a des bonnes choses à prendre un peu partout. Et puis l'idée, c'est de les amener, de montrer que c'est possible, et puis de transformer autant que possible la réalité ici, en espérant qu'à notre tour, ça inspire d'autres personnes. Peut-être dernière question, est-ce qu'il y a un chaînon manquant à Genève? Quelle serait l'initiative ou l'acteur qui pourrait vous faciliter la tâche, mais aussi faciliter la tâche de tout l'écosystème et qui pourrait vraiment peut-être accélérer les choses? En vérité, je pense que c'est vrai que je crois pas à la baguette magique ni au truc miracle. C'est plein de choses différentes. La solution à la réduction du trafic motorisé, c'est pas que le bus, c'est pas que le tram, c'est pas que le vélo, c'est pas que le piéton, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est aussi le territoire. Donc je crois peu à la solution magique ou au truc qui manquerait le plus, à part ce que j'ai évoqué de la question des décideurs politiques et de leur courage, de la mobilisation populaire, d'avoir des gens qui sont convaincus et qui... Le problème aussi, c'est que ça doit se transformer en majorité politique, parce qu'après, les projets, ils sont votés par le Parlement, les crédits sont votés par les parlements, et puis si ça suit pas, on a un problème. Typiquement, on citait l'initiative Climat Urbain, qui a fait l'objet d'un contre-projet voté à l'unanimité du Grand Conseil, puis ensuite, quand il s'agit de voter dans le budget suivant, les urbanistes qui pouvaient dessiner des nouveaux projets, des spécialistes d'espaces verts pour pouvoir planter des arbres, et quand il s'agit de ça, le Parlement n'a pas suivi. Et il a coupé plutôt dans les nouveaux postes qui étaient prévus. Donc, le chaînon manquant, à ma vision, il se situe à ce niveau-là. Il se situe à transformer la vision qui émerge dans la société, qui est qu'en gros, il faut changer de mobilité et d'espace public, à la transformer en majorité politique. Et puis après, c'est toute une myriade de petites solutions. Ça va être la mise en place de vélos cargo en libre service pour assurer le déplacement des marchandises, ou la facilitation d'accès pour ces vélos cargo, pour
pour pouvoir déplacer ses enfants, etc. Ça va être les aménagements, évidemment, ça je pense c'est le cœur de la chose, c'est vraiment comment on organise l'espace public et comment on le transforme. Ça va être des facilitations sur l'accès des transports publics, que ce soit au niveau financier, ou que ce soit au niveau du confort, des arrêts, de la fréquence, etc. Bon, il y a une myriade de solutions, une myriade de choses à faire. Non, il n'y a pas, à mon sens, de réponse unique à cette question. Parfait. Merci beaucoup Thibaut d'être passé sur le podcast Modus. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire s'il y a certaines solutions et n'hésitez pas aussi à les voter évidemment. Et puis à dans bientôt pour le prochain épisode.